Bienvenue sur LCP pour une émission spéciale consacrée à l'attribution des postes clés ici à l'Assemblée nationale. Tout s'est joué entre hier et aujourd'hui pour attribuer les sièges au bureau et à la présidence des commissions. Des votes très politiques, on va y revenir dans cette émission. Alors je vous présente d'abord mes invités. Frédéric Valletoux, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes député Horizon et indépendant de Seine-et-Marne. Adrien Clouet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de la Haute-Garonne. Et à côté de vous, Yohann Gillet, bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National du Gard. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors on va d'abord essayer d'y voir clair, de comprendre ce qui se passe dans cette nouvelle Assemblée, qui occupe les postes à responsabilité. Au vu des votes, qui peut prétendre à être dans la majorité ou dans l'opposition? Est-ce que ça éclaircit le paysage politique? Le récap de ce nouveau visage de l'Assemblée, c'est avec Valérie Brochard. Et bonjour Valérie, alors à quoi elle ressemble cette nouvelle Assemblée nationale? Eh bien Brigitte, la présidente, on la connaît bien même, puisque c'est Yaël Braun-Pivet qui a été réélue au perchoir. Bon ça, c'est fait, mais pour fonctionner, l'Assemblée nationale se répartit le travail en 8 commissions. Vous imaginez un peu Shiva, vous savez, la déesse indienne avec ses multiples bras. Eh bien ici, c'est pareil, le Palais Bourbon a 8 bras pour préparer le débat législatif avant qu'il n'arrive en séance publique. Alors le camp présidentiel a obtenu 6 des 8 présidences de commission. Mais arrêtons-nous sur la plus puissante, la plus prestigieuse, la Commission des finances, la COMFI, comme on l'appelle ici, chargée de contrôler et de suivre l'exécution du budget de l'État, de scruter les recettes et les dépenses. Elle suscite la convoitise de tous les groupes et c'est Éric Coquerel qui a été réélu à sa tête. On l'écoute. Je serai un président, mais c'est ça qui réclame de l'opposition, et en l'occurrence, qui défendra face aux ministres qui viendront face à moi le programme du groupe qui m'a porté, c'est-à-dire du nouveau Front populaire, qui s'appuie sur la question du partage des richesses, sur une fiscalité différente, sur des investissements écologiques pour l'école, l'éducation. Il est soulagé, le député de la France Insoumise, parce qu'il avait un sacré obstacle sur son chemin, l'accord entre la droite et le camp présidentiel qui voulait faire élire Véronique Louwagie de la droite. Voilà, elle est ici de la droite républicaine. Le règlement de l'Assemblée est clair, la COMFI revient toujours à l'opposition et traditionnellement, la majorité ne prend pas part au vote pour laisser les oppositions se débrouiller entre elles. Pourtant, avec cet accord, vous l'avez compris, le camp présidentiel n'a pas respecté les us et coutumes de l'Assemblée. Éric Coquerel pensait ne jamais récupérer son poste, mais c'était sans compter le report des voix du groupe Lyot, juste ici. En contrepartie, le nouveau rapporteur général du budget, eh bien, ce sera Charles de Courson, et ça fait hurler la Macronie. Je suis extrêmement en colère, c'est une colère froide. Pourquoi dans nos textes, il y a l'obligation de mettre un président de la Commission des finances qui soit de l'opposition, pour que justement il y ait au sein de la Commission des finances un dialogue contradictoire, avec une opposition et une majorité. Et là vous avez 2 oppositions qui vont se regarder dans un miroir. Et le Rassemblement national dans tout ça, bien leur candidat Jean-Philippe Tanguy s'est maintenu dans les 3 tours sans se faire remarquer. En revanche, dans les autres commissions, le RN n'a pas hésité à jouer les arbitres, comme dans la commission des lois, par exemple. Au premier et deuxième tour, voici les candidats. Donc Florent Boudier pour le camp présidentiel, Colette Capdevielle pour le nouveau Front populaire et Philippe Schreck pour le Rassemblement national. Mais regardez, pour faire barrage au nouveau Front populaire, eh bien, le Rassemblement national a reporté ses voix sur le candidat Ensemble pour la République. C'est Florent Boudier qui a été élu avec les voix de l'extrême droite, une stratégie qui met la candidate du nouveau Front populaire très en colère. Je constate finalement que quand on trahit un jour, on trahit toujours, puisque Florent Boudier ne doit la présidence de la commission des lois, ce n'est pas rien, qu'avec les voix du Rassemblement national. Le décompte est extrêmement clair. Sans ces voix-là, il ne serait pas aujourd'hui président de la commission des lois. Pour ce qui me concerne, je préfère perdre avec honneur que gagner avec autant de déshonneur.
Et alors Valérie, pour le bureau, ça donne quoi? Pour le bureau, je vais vous montrer tout simplement la photo de famille, Brigitte. Alors une famille qui s'est clairement fâchée avec le Rassemblement national, écarté du bureau, mais ce qui fait de la place pour les autres, majoritairement à gauche. Sur les 22 membres du bureau, eh bien, le nouveau Front populaire compte 12 représentants et le reste des sièges ont été répartis entre les groupes du camp présidentiel, la droite républicaine et les indépendants. Eh bien, c'est une première, Brigitte, c'est bien la première fois qu'un bureau n'est pas majoritairement de la même sensibilité que sa présidence. Merci Valérie. Alors on va poser la question à Frédéric Valletoux, ce nouveau Front populaire qui a la majorité absolue des postes au bureau. C'est la plus haute instance exécutive de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire que vous êtes désormais dans l'opposition ? Alors en général, on se positionne dans l'opposition, dans la majorité, par rapport aussi à un gouvernement et par rapport à ce que le Parlement, dans son ensemble, va porter comme politique. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir où est la majorité et l'opposition. On est dans une assemblée, on le savait, qui est répartie en gros en 3 tiers. Donc inévitablement, en 3 tiers, il peut se dessiner ici ou là, en fonction aussi des personnalités des candidats. 3 tiers, mais une majorité absolue, effectivement, au bureau de l'Assemblée. Alors au bureau de l'Assemblée, oui, mais la présidente a été élue de manière très claire et elle est de la sensibilité du camp présidentiel. Et puis, la gauche n'a pas toutes les commissions. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on peut donner l'impression d'une assemblée assez bigarrée, mais franchement, est-ce que c'est inquiétant de voir finalement dans une assemblée, je le redis, qui est répartie en 3 tiers, eh bien qu'il y a des espaces pour les différentes forces politiques et que finalement, eh bien c'est une instance, c'est un lieu de dialogue qui va effectivement va devoir vivre, un lieu où plus qu'avant, on va devoir apprendre le compromis parce qu'il y a aujourd'hui aucune des forces politiques qui seule peut porter une politique pour notre pays. Adrien Clouet, vous revendiquez être dans la majorité puisque vous voulez gouverner, mais Frédéric Valletoux le dit, la présidence de l'Assemblée nationale est revenue au camp présidentiel, 6 des 8 commissions sont aussi occupées par le camp présidentiel, donc vous êtes dans l'opposition sur les postes clés, sur les postes politiques à l'Assemblée. Mais non, vous avez dit vous-même que les postes clés, c'était le bureau de l'Assemblée, on est majoritaire, donc ce n'est pas possible. En revanche, ce que je constate, c'est que la Macronie a recouru à des méthodes qui me semblent illégitimes, en tout cas qu'on n'avait jamais vues dans cette Assemblée nationale pour obtenir l'élection de Mme Braun-Pivet. On va quand même rappeler ici que Mme Braun-Pivet a 14 voix de majorité, alors que 17 personnes ministres en exercice ont participé au vote. Alors, il y a un débat de constitutionnaliste là-dessus. Tout à fait, il y a un débat. Et moi, je fais partie de ceux dans le débat qui pensent que ce n'est pas légitime. Et il y a 6 cas où des ministres démissionnaires ont pu voter par le passé. Donc on peut estimer que ça fait jurisprudence. Mais jamais. Alors, ça n'est pas jurisprudence. À chaque fois, les autorités qui ont été sollicitées se sont dites incompétentes dessus parce que jamais ils n'avaient fait la différence. Ici, ce qui est nouveau, c'est que leur vote fait la différence. Et vous allez saisir le Conseil constitutionnel ? On va saisir tous les organes qui sont nécessaires pour obtenir enfin une clarification. Parce que qu'ils aient le droit de siéger, c'est une chose, mais en revanche, il est très clair dans les textes que le droit de vote ne leur est pas accordé, ce qui n'est pas la même chose. Bref. Ça veut dire que vous dites que la présidente de l'Assemblée nationale n'est pas légitime à ce poste-là, qu'elle n'a pas été élue démocratiquement ? Ah oui, je pense effectivement que quand même la journée d'hier a été une succession de pataquès incroyable, entre 10 enveloppes qui se retrouvent au milieu de l'élection qu'il faut annuler puis recommencer, entre des ministres qui votent, on ne sait pas trop pourquoi, des ministres qui se parlent entre eux, se répondant, n'ayant pas la même ligne politique. Bon, on ne comprenait absolument rien. Et ce type de manigance a continué aujourd'hui dans les commissions parlementaires, et ça je veux le dénoncer avec force. Un exemple. Moi, je suis dans la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales, il y a 16 députés du Rassemblement national qui y siègent et donc qui votent, ils sont élus, ils ont un droit de vote, ils l'expriment. C'est normal. Lorsqu'est venu le temps de voter les vice-présidences, ces élus d'extrême droite ont obtenu 31 voix, alors qu'ils sont 16. Donc, je tiens à dire ici, avec force, qu'il y a une collusion totale entre une partie de la Macronie et une partie de l'extrême droite qui effectivement se coalisent dans les votes pour bloquer celles et ceux qui ont remporté l'élection au suffrage universel devant les Françaises et les Français, puis le bureau de l'Assemblée nationale. Donc maintenant, c'est sauf qui peut et chacun fait ce qu'il peut avec des alliances baroques. On rappellera quand même qu'il y a 2 vice-présidentes LFI qui ont été élues grâce aux voix du Rassemblement national. Et là, ça n'a gêné personne, en tout cas du côté de la gauche. Et donc on voit bien que de toute façon, on peut jouer à ce genre de débat. Mais soyons lucides et honnêtes. À partir du moment où l'Assemblée est divisée en 3 tiers, pour avoir la majorité, ça veut dire qu'il y a un des 3 tiers qui joue effectivement un moment à un jeu de bascule.
Donc c'est comme ça peut dépendre aussi de la personnalité des Mais il y a eu clairement une alliance entre la droite républicaine et ça n'a pas gêné l'extrême gauche qui effectivement trouvaient ça tout à fait normal. Parce que sans les voix apportées par le Rassemblement national, ces 2 vice-présidentes n'étaient pas élues. Alors, je crois que... Yoann Gillet, je vais vous faire intervenir. Non, attendez, on ne va pas laisser dire ça, ce n'est pas vrai. Enfin, une élection à l'Assemblée, pardon, je prends juste une seconde. Les voix du Rassemblement national se sont bien portées sur les candidats vice-présidents LFI. Et sur Mme Mouchou, qui a été élue également, qui est de votre parti et qui a eu les mêmes voix. Donc ce n'est pas vrai. Et surtout, à l'Assemblée, on vote en 3 temps. D'abord, il faut avoir une majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des votants. Puis, au 3e tour, il suffit d'une majorité simple, avoir plus de voix que les autres. Donc, mes collègues LFI, dans tous les cas, étaient élus. Point. Yoann Gillet, vous acceptez, vous, d'être minoritaire ici dans cette Assemblée, puisque vous n'avez aucun poste? Mais c'est un hold-up démocratique, ce qui s'est passé. C'est scandaleux. Mais pour revenir sur notre position lors de l'élection des vice-présidents, c'est pas nous qui avons décidé d'avoir 3 blocs bien distincts dans l'hémicycle, ce sont les Français. Les Français ont voté. Et nous, on défend la démocratie. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes bien les seuls à défendre la démocratie. Les institutions, les textes qui les régissent disent très clairement que la représentativité au sein du bureau de l'Assemblée nationale doit être exacte en fonction des forces politiques en présence dans l'hémicycle. Et donc, nous avons considéré qu'il était notre devoir de défendre la démocratie et on a décidé tout simplement, ce que l'on fait à chaque fois, de s'appliquer à nous-mêmes les principes que l'on défend. Donc nous avions souhaité qu'il y ait 2 vice-présidents du bloc de gauche, 2 vice-présidents du bloc du centre et des LR de M. Wauquiez et 2 vice-présidents du Rassemblement national et de ses alliés. Quand on fait cela, ça s'appelle respecter les Français, respecter la démocratie et surtout la protéger. Mais alors c'est non contraignant, ce règlement de l'Assemblée nationale, il faut le préciser. C'est écrit. Voilà, c'est de fait, on imagine que la représentation doit représenter le poids politique de chaque groupe, mais il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte, mais le respect de la démocratie devrait être une contrainte. Je rappelle que le Rassemblement national a fait 11 millions de voix lors des élections législatives, que nous sommes arrivés en tête en nombre de voix de ces élections. Les Français ont parlé et les Français ont décidé d'élire 577 députés avec des idées politiques différentes, issues de 3 blocs majoritairement. Mais vous avez in fine perdu ces élections. Et in fine, alors nous n'avons pas en nombre de sièges une majorité, mais d'ailleurs nous n'avions pas pris en traître les Français. Dès le début, nous nous avions dit non seulement qui serait notre Premier ministre en cas de majorité absolue, mais nous avions dit également que sans majorité absolue, nous ne serions pas en capacité de gouverner et que le pays serait bloqué. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est que la confirmation de ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient dit très clairement aux Français. Donc la situation, elle est très claire. Aujourd'hui, mes collègues font semblant de se chamailler, mais excusez-moi, vous êtes des alliés. De l'extrême gauche à la gauche jusqu'au LR en passant par la Macronie, vous avez fait votre tambouille politique à l'occasion des élections législatives et vous avez continué votre tambouille politique ces 2 derniers jours à l'Assemblée nationale pour exclure 11 millions de Français. Alors effectivement, Frédéric Valletoux, il y a eu un accord entre la droite républicaine, on le disait, et l'ex-majorité présidentielle. Est-ce que cet accord-là, il peut mener à un pacte de gouvernement? Pardon, je voudrais le redire, mais parce que je ne voudrais pas donner l'impression que à l'infini, on peut se jeter comme ça des accusations de collusion entre l'un et l'autre, et l'autre et l'un, etc. Il y a 3 blocs. Il y a bien un moment, il y a des gens qui sont élus et qui trouvent effectivement des voix, soit chez les uns, soit chez les autres. Et donc, à ce jeu-là, soyons honnêtes, laissons ça. Ça fait partie, j'allais dire, il faut bien que nos institutions fonctionnent. Il faut une présidence, il faut des vice-présidents, il faut un bureau, il faut des commissions qui travaillent. Il faut que tout ça soit mis en place. Et après, c'est dans le débat d'idées qu'effectivement, les majorités se feront ou ne se feront pas. Au-delà de ça, moi je regrette une chose, c'est que depuis plusieurs années, notre Assemblée nationale est régie sous un système de points qui permet de dire effectivement, en fonction du nombre de députés que les uns et les autres ont à l'issue des élections, il y a des points qui sont répartis et ces points peuvent donner un certain nombre de postes. Vice-président, questeur, secrétaire dans le bureau, etc. À condition de se mettre d'accord, sinon on passe au vote. Et très clairement, il y a eu d'entrée de jeu de la part de la gauche un refus total de mettre en place ce système de points, considérant que le Rassemblement national devait ne pas exister
dans le fonctionnement. Vous avez refusé également. Votre groupe s'y opposait fermement. Le seul groupe à avoir défendu les points, c'est le groupe du Rassemblement national et le groupe de M. Effectivement, nous on l'a plaidé, mais ça ne peut fonctionner que quand tout le monde est d'accord. Oui, mais vous n'étiez pas d'accord. Et donc, effectivement, que le Rassemblement national n'existe pas dans cette Assemblée. On l'a vu sur les images totalement ridicules, où chacun se mettait la main dans la poche, ou faisait semblant de ne pas voir la main qui était tendue par le député du Rassemblement national qui, à la tribune, faisait voter pour la présidence. Et franchement, cette image-là de la démocratie est une image odieuse. C'est-à-dire un député LFI vaut un député du Rassemblement national qui lui-même vaut un député du bloc central, parce qu'on est élu par des Français dans des circonscriptions. Il n'y a pas de sous-circonscription comme il n'y a pas de sous-député. Et donc, on aurait dû mettre en place ce système de points. Bon, ça n'a pas été fait, et donc à partir de là, effectivement, c'est un jeu qui laisse un goût amer, où la représentation n'est pas juste au poids de chacun. On va essayer d'y voir plus clair puisqu'après ces élections législatives, c'est une sorte de barrage républicain qui s'est effectivement mis en place ici à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement, on le voit, est le grand perdant de cette élection du bureau. Il n'obtient aucun poste à responsabilité, à la différence de 2022. Les précisions de Dario Borgogno. 126 députés Rassemblement national pour 0 poste au bureau de l'Assemblée. Le résultat d'abord d'une stratégie de barrage affirmée par le NFP. Nous avons fait d'abord le nouveau Front populaire pour faire barrage à l'extrême droite. Eh bien, nous continuons au sein de l'hémicycle ce Front républicain et nous ne voterons pas pour les candidats du Rassemblement national. Le camp présidentiel et la droite ont refusé d'élire des candidats du RN pour les vice-présidences. Pour le parti de Marine Le Pen, tout le contraire. Ils ont voté pour des candidats du nouveau Front populaire, y compris des insoumis, pour représenter au mieux les 3 blocs principaux. Nous, on a pris simplement le règlement intérieur que personne ne conteste. Et ça voudrait dire qu'il y a 2 vice-présidents par bloc. Et donc, nous n'avons pas voté que pour nos candidats, M. Chenu et Mme Laporte, mais aussi pour d'autres candidats des autres partis, en espérant que cette vision démocratique, respectueuse de la pluralité, soit aussi appliquée par les autres groupes. Une stratégie d'exemplarité qui n'a pas été payée en retour. Sébastien Chenu et Hélène Laporte n'ont pas été réélus au poste de vice-président. La gauche y voit un coup politique raté. Le Rassemblement national ne peut s'en prendre qu'à lui-même et sa stratégie de la gribouille. C'est lui qui a choisi de faire élire dès le premier tour d'autres candidats que les siens. Et donc aujourd'hui, ils savaient qu'ils allaient perdre et donc ils ont préféré faire gagner d'autres pour faire des espèces de coups de théâtre. Un front républicain renouvelé aussi pour la questure. Hier, Marine Le Pen faisait éclater sa colère. Ce soir, près de 11 millions d'électeurs sont éjectés par un accord qui a été passé entre Ensemble, LR et accessoirement l'extrême gauche. La clarification que voulait Emmanuel Macron est intervenue. En effet, c'est extrêmement clair. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une forme de parti unique dont nous sommes en réalité la seule opposition. Les députés Rassemblement national ne sont pas restés pour l'élection des sièges de secrétaire. Et aujourd'hui, même s'ils avaient déjà peu d'espoir, ils n'ont obtenu aucun poste de président de commission de l'Assemblée. Adrien Clouet, est-ce que la représentation démocratique ne voudrait pas que le RN ait des postes à l'Assemblée nationale ? Le RN a des élus. Les personnes ont voté pour eux et pour elles. Maintenant, dans l'Assemblée, on nous demande, nous, de voter à nouveau. Enfin, excusez-moi, mais si votre conception du boulot de parlementaire, c'est d'appliquer le règlement intérieur, je sais pas, il faut aller bosser dans un syndic de copropriété, il ne faut pas être parlementaire, quoi. On est là pour voter les uns les autres, à la fois sur les textes de loi qu'on examine. Il y a des débats, il y a des votes. Mais moi, dans ma circonscription, il n'y a pas une personne qui attend de moi que je mette un bulletin RN dans une urne. Parce que c'est ça que vous êtes en train de me demander concrètement. Vous êtes en train de me dire. Non, pas du tout, non. Ah bon ? Vous auriez pu voter pour vos 2 vice-présidents, nous aurions pu voter pour les 2 nôtres et le bloc central aurait fait la même chose. Et dans ce cas-là, les Français auraient été respectés et les institutions auraient été respectées. Non, mais juste une question dans ce cas-là. Vous étiez où demain ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a fait. Hier, vous étiez où ? Non, c'est pas ce que vous avez fait. C'est ce qu'on a fait, on a voté pour 2 personnes, les 2 nôtres. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Vous avez raison, ça indique 2 choses. Premièrement, que vous n'avez pas compris ce que vous avez fait, vous n'avez pas compris ce qu'on a fait, et vous n'avez pas compris les conséquences des 2. Donc forcément, on vient ici, on dit des bêtises. Donc, mais Adrien Clouet, ça ne vous a pas gêné d'être élu grâce aux voix du Rassemblement national, sinon vous n'auriez pas eu de vice-présidence. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que si, bien sûr que si. Ils ont été grâce aux Français qui ont voté pour eux, tout simplement. Non, mais là, madame parlait aux vice-présidences. Oui, les vice-présidences, elles sont élues en 3 tours. Soit on a la majorité absolue des suffrages au premier ou au deuxième, soit une majorité relative. Donc, avec les voix du NFP, on avait dans tous les cas, dans toutes les circonstances, avec 2 candidatures, 2 élus à la fin. Donc, on peut faire des coups médiatiques et dire au RN, c'est grâce à vous, ceci, cela, etc. Mais enfin, c'est faux. C'est faux. La seule chose qu'a fait le RN, c'est qu'ils ont raccourci 2 heures le vote. Point. Mais à la fin, le résultat était le même. C'est un coup politique raté, Yohann Gillet ?
Ah bah oui, c'est un coup politique raté et nous ne devons absolument rien au RN. Et d'ailleurs, on ne vous demande rien, il n'y a pas de problème. Personne ne vous reproche d'avoir fait quoi que ce soit. On pense juste que vous ratez vos coups politiques en plus de perdre les élections. Mais ce n'est pas un souci sur le fond. Le vrai souci, c'est que les candidatures du NFP ne sont en rien tributaires des voix du RN. Là où, en revanche, dans les commissions parlementaires aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun élu macroniste qui l'aurait été sans les voix de l'extrême droite. Yohann Gillet. Il n'y a aucun coup politique derrière tout cela. Il y a juste du respect de la démocratie, de nos institutions et du règlement, oui, parce que nous sommes aussi là pour faire appliquer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, quand vous voyez en coup politique, en buzz médiatique et en tambouille politique, nous, on pense simplement à l'intérêt du pays et à appliquer le choix des Français. Parce que les Français ont fait un choix lors des élections législatives. Ils n'ont donné de majorité à personne et on se doit, nous, représentants du peuple, eh bien, d'appliquer tout simplement les consignes du peuple. On est là pour les représenter, on n'est pas là pour les mettre de côté. Et ce que vous avez fait depuis 2 jours, c'est mettre de côté 11 millions d'électeurs. Et croyez-moi, moi je reçois énormément de messages d'habitants de ma circonscription et d'ailleurs, et pas uniquement des électeurs qui ont voté pour moi lors des élections législatives, qui sont vraiment choqués de votre comportement à tous dans cette élection et dans ces élections. Est-ce que ça va changer, Yohann Gillet, la stratégie que vous avez adoptée depuis 2022 à l'Assemblée nationale, cette fameuse stratégie de la cravate? On voit là ce petit coup médiatique. Est-ce que vous allez maintenant, le mot n'est peut-être pas adapté, mais bordéliser un petit peu l'Assemblée nationale? Mais on va rester nous-mêmes, madame. On va rester nous-mêmes. Non, nous n'allons pas bordéliser l'Assemblée nationale. La gauche et l'extrême gauche le fait relativement bien. Et ce n'est pas notre conception de la démocratie, du fonctionnement de nos institutions. Et nous allons continuer à faire ce que nous faisons depuis 2 ans autour de Marine Le Pen, c'est-à-dire travailler pour la France et les Français. On va continuer à voter pour les textes qui vont dans le bon sens et qui peuvent améliorer le quotidien des Français, même s'ils ne vont pas assez loin. Tout ce qui est bon, eh bien, est bon à prendre. Et en revanche, on va continuer, on va continuer en revanche de s'opposer avec la plus grande fermeté aux textes que nous estimons nocifs pour le pays et pour les Français. On va continuer dans cette direction parce que nous, on est là pour travailler pour la France et les Français. On n'est pas là pour s'attribuer les postes, on n'est pas là pour la tambouille politique, pour les petits arrangements entre amis. La gauche, la Macronie, ils savent suffisamment le faire. C'est ce que vous accuse effectivement Frédéric Valletoux, Marine Le Pen, qui dit qu'il y a un accord avec l'extrême gauche, que ça va au-delà pour effectivement ne pas représenter le Rassemblement national. C'est qui l'extrême gauche? C'est juste pour information. On va demander à Marine Le Pen, c'est elle qui vous appelle comme ça. D'accord, mais c'est vous. Pardon, mais le débat partisan est nécessaire, est intéressant et structurant du débat public. Mais il y a un moment, il faut quand même qu'on fasse fonctionner ce pays et qu'on puisse donner de la légitimité à un gouvernement. Et donc, il va falloir dégager des majorités. Le grand problème est de l'extrême gauche et de l'extrême droite. C'est un problème d'alliance. C'est de sortir, effectivement, du bloc important qu'ils sont. Et je ne minimise pas, effectivement, le poids relatif important de chacun, mais ça ne fait pas majorité. Quand la gauche nous dit qu'elle a gagné parce qu'elle a 182, un peu moins de 200 députés, et que M. Chassaigne, son candidat, arrive péniblement à 206 ou 7 députés, ce qui est déjà très bien. Mais ça ne fait pas 285 députés, 289. Donc il va falloir arriver à nouer des alliances. Et pour arriver à nouer des alliances, il faut être un peu plus humble, il faut effectivement accepter de discuter, il faut accepter de dire qu'on peut rechercher un compromis, parce que c'est comme ça qu'on peut effectivement avancer. Et peut-être la force du bloc central, c'est qu'aux côtés de ces trois grands ensembles que sont l'ancienne majorité présidentielle, qu'on appelle maintenant le camp présidentiel, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Et là, il y a encore d'autres groupes, il y a encore d'autres élus. Il y a le groupe Lyotte, il y a des indépendants, il y a des gens qui font majorité et donc ou qui peuvent nous aider à aller vers une majorité et un peu de stabilité. C'est ça qu'il faut rechercher pas pour se faire plaisir, mais pour avancer sur certains projets et certaines réformes. Et je crois que maintenant, chacun est en responsabilité, donc les équilibres sont faits, il y a des commissions qui sont présidées par la gauche, il y a des commissions dans lesquelles il y a des vice-présidents d'extrême droite, il y a des commissions qui sont pilotées
piloté par, en tout cas présidé par le camp présidentiel. Et il faut que maintenant, chacun en responsabilité, eh bien, on puisse faire tourner cette institution, l'Assemblée nationale, au bénéfice des Français et de projets que j'espère demain un gouvernement pourra lui présenter. Alors vous le dites, les groupes politiques ont été constitués et il y a avec des déclarations politiques où on s'inscrit soit dans la majorité, soit dans l'opposition, ou plutôt quand on n'est pas dans l'opposition, eh bien de fait on est dans la majorité. Et ce qui ressort, c'est bien évidemment que ensemble, pour la République, Horizon et démocrates ne se sont pas inscrits dans l'opposition. Est-ce que vous considérez que vous êtes encore la majorité aujourd'hui? Alors Horizon s'est inscrit comme dans le camp des minorités. Parce qu'il n'y a pas que deux ensembles, il n'y a pas opposition et majorité, il y a opposition, majorité et minorité. Mais vous êtes alliés d'ensemble? Eh ben, on est évidemment, j'étais membre du gouvernement de Gabriel Attal dans le cadre du quinquennat d'Emmanuel Macron et on ne va pas se renier du jour au lendemain. Donc, mais sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus majorité. On était un bloc qui avait la majorité relative, donc il y avait la partie la plus importante. Aujourd'hui, seul, on n'est plus la majorité, même le bloc le plus important sur le plan arithmétique. Et donc il va falloir qu'on travaille avec effectivement des alliés. Je pense évidemment aux Républicains, mais pourquoi pas demain d'autres sociodémocrates et effectivement des femmes et des hommes de gauche. Pour bâtir une coalition républicaine. De faire avancer le pays et qui partagent les mêmes valeurs. Alors, vous, Adrien Clouet, est-ce que vous considérez qu'étant majoritaire au bureau, vous êtes majoritaire dans le pays? Enfin, en tout cas, vous devez prétendre à avoir le poste de Premier ministre. Enfin, le bureau, mais le bureau n'est pas l'organe qui a le plus de compétences dans le système. Pas une question de bureau, c'est une question de nombre de députés qui se pose. C'est là-dessus. Et puis, je pense que M. Valletoux, en fait, vous connaissez très bien, parce que vous avez été aux responsabilités, etc. Donc, vous mesurez bien le distinguo qu'il y a à faire entre deux choses. Il y a des majorités parlementaires, c'est-à-dire des groupes plus ou moins importants de députés, et le groupe le plus important est censé, dans nos institutions, être en responsabilité pour proposer un gouvernement. Et ensuite, un gouvernement n'est pas obligé d'être majoritaire. D'ailleurs, vous étiez vous-même dans un gouvernement qui n'était pas majoritaire. Vous avez une majorité très relative, c'est-à-dire sur différents textes, il fallait que vous ayez l'appui d'une force ou de l'autre. Et en plus, je le dis d'autant plus tranquillement que, par exemple, les textes sur la santé que vous avez proposés, il y a eu des travaux avec la gauche aussi, on a pu en discuter. Il y a eu des points de votre texte qui étaient bien, qu'on a votés, d'autres en désaccord, qu'on n'a pas voté. Donc, on a déjà montré comment ça marche, que la force la plus nombreuse envoie un gouvernement, ce gouvernement ensuite retourne vers l'Assemblée, et puis à partir de son programme, nous on en a un, celui du nouveau Front populaire, on l'a présenté, il y a 50 mesures, nous voulons leur application, eh bien il faut revenir devant l'Assemblée pour faire adopter les mesures les unes après les autres, et la Macronie l'a fait dès lors qu'elle était le groupe le plus important. Donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas bouger. Et je remarque tout de même ce poste, mais vous n'avez pas de nom de Premier ministre à donner à Emmanuel Macron. Alors, c'est surtout qu'Emmanuel Macron, de toute façon, a dit qu'il ne voulait pas qu'on lui donne de nom. Donc, là, on a eu une séquence simple. Il fallait ouvrir cette Assemblée nationale. Il fallait s'organiser, ce qu'on a fait toutes et tous à gauche, candidature unique partout, pour le perchoir, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée, pour les gens qui nous écoutent, et au sein des commissions parlementaires et du bureau de l'Assemblée nationale. C'est beaucoup de choses à gérer. On s'est battu. Il y a derrière vous, je vois l'image de Mme Bello. Moi, je trouve que ce serait une très belle candidature pour la gauche. C'est une candidature qui a été rejetée par l'ensemble des quatre. En tout cas, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord sur ce nom-là. Ça ne veut pas dire qu'elle a été rejetée, du coup. Par certains. Elle n'a pas abouti. Elle n'est pas rejetée, elle n'a pas abouti par tout le monde. Les socialistes n'en veulent pas, soyons clairs. Pas tout le monde. Non, mais pas toutes et pas tous. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de socialistes, y compris M. Faure, qui a pu dire qu'il n'avait pas de veto sur la candidature de Mme Bello. Il y a une discussion parce qu'il y a différents noms qui sont avancés. Mais bref, je laisse ça de côté. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bataille parlementaire. La première manche, c'était de savoir comment était gouvernée l'Assemblée nationale. Le résultat est clair, 12 sièges sur 22 dans le bureau. Mais est-ce que pour vous, ça clarifie la situation politique? Ça la confirme. Ça la confirme. Il y a eu une formation qui est arrivée en tête aux élections dans le pays, en nombre de députés. Cette même formation politique, cette même coalition est en tête dans le bureau de l'Assemblée nationale. Eh bien, la troisième étape, l'étape logique, c'est que Emmanuel Macron prenne son téléphone, reconnaisse la situation politique et du coup nous dise « je vous donne X temps ou X délai ou à tel moment, je nommerai une personne de votre choix à Matignon ». Et là, on construit un gouvernement politique qui a son programme et puis on retourne vers l'Assemblée et puis on travaille. Tout et tous ensemble, quels que soient les bords politiques. Et je sais qu'il y a des choses, je sais qu'avec M. Valletoux, on sera d'accord sur des choses, très bien. Alors il y a un bureau, Yohann Gillet, qui est effectivement à gauche, et puis il y a une présidente de l'Assemblée nationale qui est du camp présidentiel. Est-ce que pour vous, ça clarifie la situation? Est-ce que pour vous, le président de la République doit appeler un camp plutôt qu'un autre?
Mais la seule chose qui est claire dans cette histoire, c'est que le Rassemblement national est dans l'opposition. Et encore une fois, je vais vous renvoyer dos à dos, mais quand je vois que Gabriel Attal, président du groupe du camp présidentiel, a appelé à voter par exemple pour Raphaël Arnaud, qui est un député d'Avignon, Antifa. D'ailleurs, les Antifa, il faut rappeler ce que c'est. Hein, ce sont des gens qui ont des actions violentes. C'est leur mode d'action qui est également fiché. Enfin, juste au cas où il n'y a pas de vocabulaire. C'est un mode d'action. Les Antifa, c'est la violence avant tout. Et que vous avez appelé à voter par exemple pour Elisabeth Borne, que vous avez fait semblant de combattre pendant des mois pour la réforme des retraites. Les Français, maintenant, sûr, vous l'avez pas combattu, donc ont une clarification qui est très claire. Ils savent que le Rassemblement national est dans l'opposition et ils savent que les autres, en réalité, eh bien, savent s'entendre quand il faut et quand il faut surtout préserver leurs petits précarés, leurs petits postes et leurs petits intérêts personnels. Je ne nie pas que vous avez des différences et des divergences politiques qui sont évidentes. En revanche, il est évident que vous avez des intérêts communs et que vous savez vous entendre quand il le faut. Et je considère que vous êtes finalement des alliés. Et comme le disait Marine Le Pen, finalement, on a face à nous, face au Rassemblement national, un parti unique qui va de l'extrême gauche à la gauche, au LR, en passant par la Macronie. Oui, pardon, mais vous ne pouvez pas caricaturer comme ça les choses. Non, vous ne pouvez pas caricaturer les choses. Ce matin, en commission des lois, on a tenu à ce qu'il y ait effectivement un vice-président qui soit du Rassemblement national, qui est en l'occurrence une vice-présidente. Mais je veux dire, c'est normal que l'ensemble et LFI siègent au bureau. Et siège au bureau. Non, mais ce que je veux dire. Avec eux, alors. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça ce que je veux dire. Mais c'est pas une histoire de collusion. Il faut faire la différence entre le combat politique, ça c'était le temps de l'élection, et ça sera le temps des débats sur les projets d'un gouvernement qui va arriver et qui mettra sur la table effectivement des projets. Là, on aura des débats qui sont petits. Et puis, il y a le respect de l'institution qui doit effectivement, et vous avez dit la même chose, qui doit effectivement respecter une certaine pluralité. Voilà, donc on arrive à la caler, peut-être en ayant des visions qui sont un peu différentes, mais globalement, quand il s'est agi de veiller à ce que dans la commission des lois, qui est une commission importante, le Rassemblement national puisse aussi avoir un rôle dans l'exécutif de cette commission, il n'y a pas eu d'hésitation. Donc voilà, ne caricaturez pas et ne dites pas qu'il y a par principe une digue qui a été mise. Sur la commission des lois, moi j'en suis membre depuis 2022. Vous avez une vice-présidence. J'en étais membre sous la 16e législature et j'en suis membre sous cette nouvelle législature. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, un certain nombre de nos voix ont permis d'élire M. Boudié à la présidence de cette commission parce que nous avions un choix très clair. Ou bien élire M. Boudié, ou bien faire élire, parce que nous n'aurions pas apporté nos voix à M. Boudié, la candidate du NFP. Mais quand on est membre de la commission des lois, c'est une alliance objective pour faire battre... Je vais vous dire pourquoi. Quand on est membre, laissez-moi terminer. Quand on est membre de la commission des lois depuis 2022, on a vu la réalité des choses. Et on a vu quel était le projet au sein de la commission des lois de la gauche et de l'extrême gauche. La suppression de la BAC, le désarmement de la police, une immigration toujours plus importante. Voilà le genre de projet que vous avez porté au sein de la commission des lois. Vous avez passé votre temps à taper sur la police, à vouloir les désarmer, à vouloir parfois les supprimer, c'est le cas de la BAC, et on ne peut pas tolérer ces genres de choses. Donc vous avez fait barrage au nouveau Front populaire, mais ce n'était pas si clair pour l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale où vous vous êtes maintenu jusqu'au bout. Donc en fait, on ne comprend pas toujours votre stratégie vis-à-vis des... Notre stratégie, elle est très claire. Pour la présidence de l'Assemblée, il y a 3 blocs, il y a donc personne qui pouvait se détacher très clairement. Donc nous avons défendu notre candidat jusqu'au bout. Nous avons voulu, en revanche, évidemment, respecter le choix des électeurs en élisant deux vice-présidents par bloc politique avant-hier. Aujourd'hui, très clairement, les choses sont ce qu'elles sont. Nous avons défendu la démocratie avant tout, le respect du choix des Français avant tout. Les autres blocs politiques ont fait un autre choix. Ils devront en répondre devant les Français. Moi, je suis convaincu que les Français les corrigeront démocratiquement parce que les Français, quel que soit leur choix politique, sont très en colère de ce qui se passe. Adrien Clouet, vous dites que vous espérez dans la majorité être appelé à Matignon et pourtant Éric Coquerel occupe un poste qui est dévolu à l'opposition et vous êtes inscrit comme groupe d'opposition. Je pense qu'il n'aura échappé à personne qu'on n'est pas au gouvernement.
Oui, mais si vous souhaitez être appelé, donc ça veut dire que Éric Coquerel pourrait démissionner si toutefois vous accédez aux responsabilités. Il a dit que c'est l'évidence. La commission des finances appartient à une formation politique d'opposition. Donc si jamais dans les semaines qui viennent, c'est la gauche aujourd'hui, vous n'y croyez pas en postulant à ce poste-là. Bah si, puisqu'aujourd'hui, on a des ministres macronistes au pouvoir. Et d'ailleurs, vous aurez quand même remarqué qu'ils prennent des décrets extrêmement politiques. Donc on a besoin, dès maintenant, d'avoir une commission des finances qui surveille un gouvernement soi-disant démissionnaire, soi-disant technique, qui continue quand même de faire des textes, chambre d'agriculture, sur la loi immigration, etc. Mais un gouvernement démissionnaire. Et la présidence de la commission des finances revient non seulement à l'opposition, mais elle revient en principe au principal groupe d'opposition. Et je le rappelle, le groupe le plus important au sein de l'hémicycle, c'est le groupe du Rassemblement national. Et vous la revendiquez déjà en 2022 et elle avait déjà échu à Éric Coquerel. Un dernier mot, Frédéric Valletoux. Il y a eu cette alliance qu'on a vue avec la droite républicaine, avec le camp présidentiel. Est-ce que vous travaillez pour élargir aujourd'hui et vous espérez qu'il y ait un Premier ministre qui sorte de ce camp républicain, comme vous l'appelez ? Moi, je souhaite travailler à toute solution qui permettra de donner de la stabilité au travail parlementaire et donc de la légitimité à un prochain gouvernement. On a besoin de ça. On a besoin, effectivement, après 2 années heurtées, de pouvoir travailler plus en stabilité, je reprends le mot. Donc oui, si les Républicains sont cette fois-ci, contrairement à la législature précédente, sont intéressés, ont envie de participer effectivement à un pacte majoritaire, eh bien, effectivement, nous pourrions former ensemble à la fois les 3 groupes du camp présidentiel et les Républicains, et à ce moment-là, la coalition la plus importante qui permettrait de se donner cette assise et cette stabilité au travail parlementaire. Alors on va vous laisser encore travailler puisqu'il n'y a pas de gouvernement à l'heure qu'il est. Merci Frédéric Valletoux, merci Adrien Clouet, merci Yohann Gillet. On va prendre la direction de la salle des 4 colonnes où se trouve Stéphanie Despierres. L'Assemblée a désormais une présidente, Stéphanie, un bureau, des groupes, des commissions qui sont constitués. Pour autant, avec un gouvernement démissionnaire, pas de projet de loi, ce qui limite une partie des textes. La première conférence des présidents s'est réunie en début d'après-midi. Qu'est-ce qui a été décidé pour la suite ? Alors en fait, il a été acté qu'il n'y aurait rien à l'agenda dans les 15 prochains jours ici à l'Assemblée nationale, même si une session parlementaire est formellement ouverte. Et pour la suite, eh bien, c'est toujours le grand flou tant qu'il n'y a pas de Premier ministre. Normalement, la session ordinaire reprend à l'automne, début octobre. Le budget, lui, doit être déposé ici au plus tard, présenté au plus tard le 1er octobre. Il pourrait y avoir une session extraordinaire en septembre, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Pour ouvrir une session ordinaire, il faut un gouvernement. De seule certitude, en revanche, le 31 octobre, ce sera la niche parlementaire du Rassemblement national, la journée d'initiative parlementaire, du coup, donc ici, des troupes de Marine Le Pen. Et puis, il y a une proposition de loi qui a été déposée, une proposition de loi sur la fin de vie déposée par le député MoDem Olivier Falorni. Je vous rappelle que les débats sur la fin de vie avaient été avortés ici par la dissolution. Alors, on ne sait pas encore évidemment quand est-ce qu'elle sera examinée par les députés. Et puis il y a eu donc une conférence des présidents, il y a aussi une réunion de bureau. Vous le savez, le gouvernement de l'Assemblée nationale qui est désormais, où la gauche est désormais majoritaire, une réunion express, mais des premières tensions quand le nouveau Front populaire a demandé à saisir le Conseil constitutionnel sur le cas des 17 ministres députés. Refus net de Yaël Braun-Pivet, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Merci Stéphanie Despierres pour toutes ces précisions. Je vous présente maintenant mes invités pour cette deuxième partie. Benjamin Morel, bonjour. Bienvenue. Vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à l'université Panthéon-Assas. Adrien Brachet, bonjour. Vous êtes journaliste politique à Marianne. Et Elsa Monagava, bonjour Elsa. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Adrien Brachet, on a vu l'Assemblée est constituée, il y a une présidente, il y a un bureau, des groupes politiques. Et pourtant, on a l'impression d'une Assemblée fantôme. Oui, et surtout, on a l'impression que la clarification qui était très attendue par Emmanuel Macron au lendemain des européennes n'est pas du tout arrivée. Et on le voit même entre les batailles pour les postes qu'il y a eu entre la présidence de l'Assemblée nationale, la composition du bureau, maintenant les différents postes à la tête des commissions permanentes. Finalement, même ces différentes élections ont donné des résultats assez différents les uns des autres. Et donc, on n'a pas eu tellement plus de clarification. Et finalement, je pense que
que ce qui ressort pour beaucoup de Français à l'issue de cette séquence, c'est qu'on est dans un état d'une forme de déliquescence politique où finalement on a encore des partis qui ont des réflexes peut-être d'un temps d'avant, alors que maintenant les résultats de l'Assemblée des législatives et cette Assemblée nationale totalement morcelée vont obliger au bout d'un moment les uns et les autres à aborder de nouveaux réflexes, c'est-à-dire à discuter, à s'ouvrir à d'autres camps, mais on a l'impression que ce n'est pas encore le cas. Il faut le temps que ça se décante et donc on reste pour l'instant dans les oppositions, les calculs aussi pour avoir tel ou tel poste, et donc on n'est pas du tout on est très très loin de la clarification. Quels sont les pouvoirs, Benjamin Morel, d'une telle assemblée, sachant qu'on a aussi un gouvernement démissionnaire ? Les pouvoirs d'une telle assemblée, ils sont à la fois extrêmement grands et quasiment nuls. C'est-à-dire que fondamentalement, le pouvoir dans la Ve République, quoi qu'on en pense, est au Parlement dès lors que ce dernier exerce effectivement un contrôle. Or, pour l'instant, il n'a pas grand-chose à contrôler étant donné qu'il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement est démissionnaire, résultat, on ne peut pas le renverser. De l'autre côté, il n'y a pas non plus de majorité. Or, ce qui fait la force d'une assemblée, c'est la détermination d'une majorité à imposer une politique. Or là, évidemment, quand on a déjà du mal à composer de manière à peu près rationnelle un bureau, autant vous dire que les grandes visions sur l'immigration, la réforme des retraites, elles vont être compliquées à tirer. Donc on a ce paradoxe d'un pouvoir qui est revenu à l'Assemblée, très clairement. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut se faire sans l'Assemblée nationale, et en même temps, d'un pouvoir qui ne peut pas réellement être exercé à défaut de consensus minimal entre les députés. Alors on a vu, les postes ont été répartis. Elsa Mondingava, qui détient véritablement le pouvoir dans cette assemblée, entre la présidence, les commissions, le bureau? Eh bien c'est ça, il va falloir qu'on voit un petit peu comment tout ça fonctionne, puisque donc on l'a vu au bureau de l'Assemblée, le nouveau Front populaire a essayé de s'imposer et a réussi. Donc il y a une forme de cohabitation entre Yaël Braun-Pivet et un bureau où la majorité des membres font partie du nouveau Front populaire. Il y a à la tête des commissions, de la commission des finances, un membre de l'opposition. Ça, c'était acté de toute façon, c'est dans le règlement. C'est Éric Coquerel qui finalement l'a emporté sur Véronique Louwagie, donc le nouveau Front populaire encore. À la tête de la commission des affaires culturelles aussi, c'est la socialiste Fatia Kelouachi qui a réussi à s'imposer. Donc on voit quand même que le nouveau Front populaire a réussi quelques victoires, en tout cas ici dans cette assemblée. Mais après, il y a surtout l'hémicycle. C'est ça qui compte à l'Assemblée nationale. Et cet hémicycle... C'est les majorités finalement. C'est les majorités. Pour l'instant, on l'a vu pour la présidence de l'Assemblée nationale. Premier test, c'est le camp présidentiel allié à la droite qui a réussi à montrer une majorité, mais une majorité à 210. Ça reste une majorité relative. Très fragile, effectivement. Alors Adrien Brachet, on a cette élection du bureau, on a eu les commissions. Est-ce qu'on peut y voir plus clair sur la situation gouvernementale? Est-ce que ça permet de donner quelques indices? Parce qu'on a bien vu que ça avait fonctionné effectivement entre droite républicaine et ex-majorité présidentielle. En tout cas, on a bien compris qu'il y avait eu une entente sur la question des postes entre Laurent Wauquiez et Gabriel Attal, et que donc, au sein de la Macronie, on se dit, c'est la preuve que la droite républicaine est en train d'avancer vers nous. Laurent Wauquiez, qui au soir du second tour disait aucun accord, aucune compromission, est en train de faire quelques pas vers nous. C'est ce qu'on espère chez les macronistes. Mais en réalité, je ne suis pas sûr que ce soit déjà fait. Déjà parce que numériquement, en effet, même si on associe le bloc central et ce qui s'appelle donc maintenant la droite républicaine, numériquement, n'est pas suffisant. Et puis, Laurent Wauquiez n'a pas forcément intérêt à vraiment rejoindre une coalition, parce que Laurent Wauquiez, il joue la présidentielle de 2027 et donc il ne veut surtout pas apparaître comme la potentielle roue de secours de la Macronie. Donc, immédiatement d'ailleurs, dès qu'il y avait eu cet accord entre Laurent Wauquiez et Gabriel Attal, en off, tout le monde dans l'entourage de Laurent Wauquiez à la droite républicaine disait « Ah non, mais ça change rien, on s'est mis d'accord sur les postes, mais ce n'est pas pour autant qu'on rentrera dans une coalition. » Donc, c'est là, j'entendais tout à l'heure sur votre plateau Frédéric Valletoux qui disait les républicains qui vont peut-être être nos alliés. Peut-être qu'on en prend le chemin, mais c'est encore long. On a entendu pacte législatif, mais pas de participation au gouvernement. Pour l'instant, on est encore très loin d'une véritable coalition qui rassemblerait la Macronie et la droite républicaine. Alors, ces élections ont fait, c'est vrai, éclater deux droites irréconciliables, entre Éric Ciotti, qui a rejoint Marine Le Pen aux législatives, et Laurent Wauquiez, qui s'est rapproché du bloc central. Le divorce est acté. Écoutez celui qui est encore président des Républicains, Éric Ciotti. Dans ma famille politique, les choses sont claires. Et plus que jamais, je vais appeler les militants à se prononcer entre l'alliance honteuse
d'abord sournoise et puis qui se révèle chaque jour un peu plus en pleine lumière, et notamment depuis hier, qu'a passé M. Wauquiez avec M. Macron. M. Wauquiez est désormais un petit pion de la majorité macroniste. J'ai mis en garde contre les alliances cachées, contre les retraits, contre l'absence de candidature macroniste pour plus de 30 députés sortants. Eh bien, aujourd'hui, les choses sont limpides. M. Wauquiez est désormais le petit collaborateur de M. Attal dans cette Assemblée. Benjamin Morel, il y a une petite clarification, en tout cas à droite. Je ne sais pas si c'est celle attendue par le président de la République, mais en tout cas, là, ce sont deux droites irréconciliables. Ces deux droites irréconciliables, au moins dans les appareils, quoique l'appareil dont aujourd'hui Éric Ciotti est encore le président n'est pas forcément à l'image justement de ces deux droites irréconciliables, étant donné que pour l'instant ils cohabitent dans le même parti. Néanmoins, à terme, c'est pas si évident. La leçon des européennes et de ces législatives, c'est qu'il y a une porosité entre l'électorat de droite traditionnel, de la droite républicaine, et du Rassemblement national. On a une percée du RN chez les CSP+, chez les retraités, qui sont vraiment le cœur nucléaire de l'électorat de droite. Par ailleurs, quand vous regardez les reports de voix en cas d'opposition entre la gauche et le RN, eh bien, la majeure partie de l'électorat LR a préféré voter pour le RN. Donc là, il y a aujourd'hui un élément qui va être un élément stratégique. Pourquoi Éric Ciotti fait monter les enchères en disant « Regardez, Laurent Wauquiez, le petit comptable de la majorité ». C'est pour tenter de conquérir le cœur de cet électorat qui aujourd'hui balance malgré tout encore entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre Marine Le Pen, sans forcément qu'il y ait d'exclusif comme c'était encore le cas il y a encore 10 ans. Elsa Mondingava, la droite, elle est grande gagnante quand même au vu des élections législatives à l'Assemblée nationale dans les postes attribués? Oui, puisqu'ils ont 47 députés à l'Assemblée nationale et ils ont réussi à avoir un poids qui n'est pas du tout proportionnel à l'effectif du groupe. On le rappelle, une questure, 2 vice-présidences. Alors ça a chopé sur la commission des finances. Ça ne s'est pas fait comme c'était prévu. C'était pas prévu comme ça. Voilà, Éric Coquerel l'a maintenu. Mais oui, évidemment. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la droite... C'est un peu la tyrannie des groupes minoritaires. La droite, ce qui est drôle, c'est qu'elle inverse le rapport de force avec la majorité. On peut dire majorité, ex-majorité, camp présidentiel, si vous voulez, pour que ce soit plus clair, qui sont quand même un ensemble de plus de 150 députés. Mais là, la droite 47 dit... c'est le pacte législatif. Regardez, venez, faites nos propositions et il n'y aura pas de problème. Oui, mais le gouvernement d'Emmanuel Macron va peut-être pas non plus appliquer les propositions à 100% de Laurent Wauquiez. Mais comme ils sont absolument indispensables pour le camp présidentiel, même pas pour avoir une majorité absolue, mais au moins pour construire une petite majorité, être sûr de ne pas être renversé, etc., évidemment, Laurent Wauquiez veut devenir un peu un homme fort de la droite, veut s'imposer au Parlement. Déjà, il a monté quand même... Il a maintenu son groupe de 47. Il a montré à ses troupes que quand il négociait, il arrivait quand même à il a obtenu déjà des petites victoires. Voilà, il a obtenu des victoires. Le plus petit dénominateur commun pour les députés de droite, c'est un petit peu ce soutien sans participation. Ça convient à peu près à tout le monde pour l'instant. Donc il fait une conférence de presse lundi à l'Assemblée avec son homologue du Sénat, Bruno Retailleau, pour redire si le gouvernement veut faire bien les choses, nous on a notre programme. Alors évidemment à gauche on ne voit pas du tout les choses de la même manière. On va voir ce qu'en pense Inaki Echaniz, qui est député socialiste et apparenté des Pyrénées-Atlantiques, et on va le retrouver au micro de Stéphanie Despierres. Bonjour Inaki Echaniz, on l'a vu, ces 3 jours ont consacré une assemblée assez éclatée. Comment vous la voyez fonctionner à la rentrée, même si la rentrée est encore floue? Nous voyons surtout que la première force politique de cette assemblée, c'est le nouveau Front populaire. Nous sommes depuis cette nuit, 4 heures du matin, majoritaires au bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'instance décisionnelle et l'instance par excellence de fonctionnement de notre institution. Donc nous sommes politiquement la force centrale, la force majeure de cette Assemblée, et nous appelons le président de la République à en prendre acte. Nous appelons aussi la présidente de l'Assemblée à en prendre acte, et l'ensemble des députés qui se réclament être encore de la majorité, leur dire que nous devons être aux responsabilités et que nous sommes prêts à travailler. Nous avons déjà commencé à travailler sur un certain nombre de textes, à ouvrir aussi le débat aux bonnes volontés. Donc nous voulons travailler, nous voulons apporter des réponses aux Françaises et aux Français le plus rapidement possible.
Vous avez repris les négociations sur le nom d'un Premier ministre parce que vous nous avez dit on veut un Premier ministre de gauche, on est prêt, mais on n'a toujours pas de nom. Alors en toute transparence, moi je me suis concentré sur le sujet de l'Assemblée nationale ces 3 derniers jours. Je sais que les discussions continuent et qu'on a prouvé ces 2 derniers jours que quand on discute, que quand on arrive à faire un consensus, quand on arrive à se mettre d'accord, on arrive à obtenir des belles et des grandes victoires. On a aujourd'hui des présidences de commission, on aurait pu en avoir d'autres aussi si la majorité ne s'était pas alliée avec le RN. Parce que c'est aussi le fait marquant d'aujourd'hui, c'est que la majorité, l'ex-majorité, le bloc présidentiel, s'est allié avec le RN pour avoir des présidences de commission, à réclamer les voix du RN et à même voter pour des vice-présidents RN dans certaines commissions contre des socialistes. Je pense notamment à Isabelle Santiago ou à Colette Capdevielle en commission des lois. Donc ce qui me préoccupe moi aujourd'hui, c'est le fait que pour des postes, après avoir dealé avec les Républicains, le bloc présidentiel a fait sauter le barrage républicain et le cordon sanitaire. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Despierres. On voit bien que les groupes minoritaires jouent un rôle clé dans cette nouvelle Assemblée, que ce soit la droite républicaine qui est un petit groupe, que ce soit aussi le groupe Lyotte, on l'a vu pour les différentes commissions. Bien sûr, c'est-à-dire que dans une Assemblée qui est très morcelée, mais qui est malgré tout polarisée en 3 blocs, eh bien, les groupes qui peuvent jouer un petit peu sur l'interbloc peuvent faire pencher la balance sur des majorités relatives. Ils ne sont pas suffisants, pour revenir au gouvernement, pour conquérir une majorité absolue. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'il y ait une fracturation de l'un de ces blocs, probablement plutôt le nouveau Front populaire, pour arriver à construire une majorité plus large. Mais sur des postes qui se jouent à la majorité relative, eh bien, en effet, ça peut suffire. Et donc, eh bien, il faut monter les enchères. Hein. Charles de Courson, rapporteur général de la Commission des finances, c'est une façon de donner ce poste à une forme d'opposition pas tout à fait campée, alors que d'habitude, il est à la majorité. De même qu'évidemment, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, la large surreprésentation de LR par rapport à ce qu'une répartition strictement proportionnelle aurait conduit à donner à ce parti. Donc là, on voit que, et c'est, je dirais, la fatalité de tous les parlements morcelés, celui qui joue la balance entre 2 blocs, eh bien, l'emporte parce qu'in fine, tout dépend de lui. Alors, on l'entend à gauche, Adrien Brachet, la gauche qui dit, voilà, c'est le bloc de gauche qui est arrivé en tête aux élections législatives, c'est la gauche qui est majoritaire absolue au bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça permet de revendiquer un poste de Premier ministre ? La difficulté, c'est que chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire que le nouveau Front populaire dit, nous avons la majorité des postes au sein du bureau, donc c'est nous qui sommes le majoritaire et qui devons aller à Matignon. Le bloc central, le camp présidentiel, on l'appelle comme on veut, dit Yaël Braun-Pivet a été reconduite à l'Assemblée, donc cela veut dire que c'est nous qui sommes en position de force. Donc pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le problème c'est qu'on manque de lisibilité et que de toutes les façons, dans toutes ces discussions qu'il y a sur les postes, les personnes, même sur la personne du Premier ministre, en fait, d'une certaine manière, c'est une discussion qui peut être nécessaire à court terme, mais à long terme, en tout cas à moyen terme, sur 1 an par exemple, pour qu'un gouvernement tienne, il faut qu'on aborde à un moment la question du fond, c'est-à-dire quelle proposition de loi ou projet de loi de la part d'un gouvernement va-t-on faire passer, sur quoi va-t-on pouvoir se mettre d'accord. Et ce qui est compliqué ces derniers jours et qui peut-être donne un sentiment un peu compliqué aux Français, c'est qu'on parle énormément postes, on parle énormément personnes, mais on ne comprend pas véritablement quelles sont les mesures sur lesquelles il pourrait y avoir demain des majorités qui se constituent. Parce que par exemple, même quand on regarde le pacte législatif qu'a proposé Laurent Wauquiez, dans les mesures qui sont proposées dans ce pacte législatif, ce sont des mesures quand même très droitières, qui correspondent vraiment à l'ADN d'une droite très libérale, qui dit lutter entre guillemets contre l'assistanat, qui a des mesures assez fortes, assez dures sur l'immigration, qui reprend toute une série de mesures qui avaient échoué au moment de la loi immigration. Donc même ce que propose Laurent Wauquiez dans son pacte législatif, c'est assez peu probable que, y compris dans le bloc central, tout le monde reprenne ces mesures et y adhère. Donc en fait, on ne sait pas où on va d'un point de vue des personnalités, mais on ne sait pas où on va non plus d'un point de vue du fond et du point de vue des mesures qui seront adoptées dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, nous sommes avec Charles de Courson, qui est rapporteur général du budget, puisqu'il a été élu ce matin, et c'est le député Lyotte de la Marne. Il est avec vous, Stéphanie Despierres. Charles de Courson, bonjour. Vous êtes donc le nouveau rapporteur général du budget. On entend des critiques du côté du camp présidentiel qui disent « ce n'est pas normal d'avoir un président de la commission des finances dans l'opposition et un rapporteur comme vous également dans l'opposition ». Je n'ai absolument pas compris la portée de cette critique. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, il y avait une majorité, une opposition. Mais une vraie majorité, qui avait une majorité en siège.
Et à ce moment-là, il était tout à fait logique, puisque dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous avions prévu que le président de la Commission des finances devait être un membre issu d'un groupe de l'opposition. Et donc, mécaniquement, c'était bien entendu un membre de la majorité. Mais quelle majorité? Il n'y a pas de majorité, aucune. Et donc, le sens de ma candidature, elle est très simple. C'est de rééquilibrer le système démocratique. Est-il normal que sur les 7 autres commissions, il n'en ait qu'une qui revienne à un membre de l'opposition, la commission des affaires culturelles? Est-ce qu'avec 30% des sièges, et même avec une alliance avec les Républicains qui les porte à 40%, est-ce que c'est un équilibre démocratique que cela? Et qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a des majorités. Et donc, ça va entraîner le blocage du système. Voilà. Et donc, le sens de ma candidature, c'était de rééquilibrer le jeu démocratique et de respecter les différents courants politiques. Et qu'il n'y ait pas des courants minoritaires qui veulent s'emparer de toutes les responsabilités au sein de l'Assemblée nationale. Dans la situation où il n'y a aucune majorité, la sagesse, c'était de se réunir et de répartir ces responsabilités. Est-ce que vous avez voté pour Éric Coquerel, président de la Commission des Finances? L'écart était très étroit. Les 3 voix de votre groupe Lyot semblent avoir fait la différence. Mais je suis un peu étonné de cette question, puisque pour ce qui concerne la présidence de la Commission des Finances, ça doit être un membre issu d'un groupe d'opposition. Et donc, le groupe d'opposition tout à fait majoritaire, c'était celui du président Coquerel, qui, je le rappelle, était déjà président de la Commission des Finances, mais avec une majorité relative, alors que là, il n'y a même plus de majorité relative. J'ajoute enfin que cette alliance entre les Républicains et disons, la minorité présidentielle pour essayer de se partager la totalité, telle était leurs intentions initiales, et d'exclure certains courants politiques qui sont représentatifs. Je veux dire, ils ont été élus, comme chacun, me paraît fondamentalement antidémocratique. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Despierres. Une précision, Benjamin Morel, est-ce que le rapporteur général du budget est déjà en tout cas venu d'un groupe ultra minoritaire comme est le groupe Lyot? Alors non, mais après je rejoins ce que disait Charles de Courson, c'est-à-dire que pour l'instant, je vois peut-être l'opposition, et encore, à part le RN, rien n'est évident, parce que tout le monde dit qu'il a gagné. En revanche, je ne vois pas la majorité. Et donc la question se pose réellement. Vous savez, il y a 2 modèles de parlement. Il y a le modèle britannique. Vous avez le gouvernement de Sa Majesté et l'opposition au gouvernement de Sa Majesté. C'est sur ce modèle-là qu'on a construit notre droit parlementaire depuis 2008, d'où la présence de la Commission des Finances qui revient à l'opposition. Et vous avez le modèle du Parlement européen. Et au Parlement européen, comme il n'y a pas vraiment de majorité, en tout cas c'est pas clair, on se répartit les postes au bureau à la proportionnelle, les postes en commission à la proportionnelle. On a aujourd'hui une minorité qui veut appliquer le modèle britannique, sauf que la configuration de l'Assemblée aujourd'hui, elle ressemble au Parlement européen. Alors, on a entendu Elsa Monagava, Charles de Courson parler de... On ne savait pas qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition. Pourtant, il y a eu des déclarations politiques. Donc, on sait a priori qui est dans l'opposition. Mais des déclarations politiques, de l'aveu même des groupes, ils nous disent, enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Le groupe de Gabriel Attal, c'est le Premier ministre. Donc, ce serait quand même étonnant qu'en plus, avec une présidente de l'Assemblée nationale de leur camp, ils se déclarent dans l'opposition. Donc, les groupes de la majorité, c'est ensemble. Horizon et démocrates, c'est les groupes minoritaires, donc de la majorité, et dans l'opposition, on a tous les autres groupes. Mais Éric Coquerel qui nous dit que lui, il a évidemment l'intention que le nouveau Front populaire gouverne, démissionnera de la présidence de la Commission des Finances. Qui revient à l'opposition. Quand il sera peut-être nommé à Bercy, qui revient à l'opposition. Donc c'est sûr qu'on voit que, du coup, le règlement de l'Assemblée nationale, il y a des choses qui sont très claires, Commission des Finances, c'est opposition, mais après, pour tout le reste, et moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est qu'en fait, on avait tous les camps politiques qui dénoncent tous les votes.
C'est-à-dire que quand un vote ne va pas dans leur sens, et pour tous, que ce soit pour l'élection d'Yaël Braun-Pivet, pour l'élection tout à l'heure de Charles de Courson, pour les secrétaires hier, ça va pas, non mais c'est pas comme ça, vous n'avez pas le droit de faire un accord c'est une magouille. En fait, chacun fait un peu comme il peut, essaye de sauver un peu sa place, c'est à peu près normal en politique que tout le monde essaye d'avoir un maximum de représentation pour son camp. Un tout petit mot de conclusion, Adrien Brachet, c'est vrai qu'on a l'impression d'une assemblée sans dessus-dessous et d'une France assez ingouvernable. D'une certaine manière, depuis le 9 juin, on a sauté d'une falaise et on n'est toujours pas arrivé en bas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est l'inconnu. On est en train d'apprendre en marchant une nouvelle culture politique et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Merci Adrien Brachet, merci Elsa Mondingava, merci Benjamin Morel d'avoir été avec nous pour cette émission. J'espère que vous y voyez plus clair sur les postes clés de l'Assemblée nationale et la situation politique dans le pays. On a essayé en tout cas tous à LCP de vous éclairer sur cet événement qu'on a vécu ici. Merci à Stéphanie Despierres qui m'a accompagnée aussi tout au long de cette émission. Merci à vous tous et rendez-vous à la rentrée. Tout de suite sur Public Sénat.